Vous allez commencer le tutoriel sur l'accompagnement à l'arrêt du tabac, proposé dans le cadre du défi collectif du mois sans tabac pour la Nouvelle-Aquitaine. Celui-ci est destiné aux professionnels de santé non spécialisés, afin qu'ils puissent disposer des bases indispensables à l'accompagnement de leurs patients. Des informations plus détaillées figurent dans les documents de référence présents sur le site. Pour démarrer le diaporama, vous pouvez cliquer sur le logo Mois sans tabac. Vous pouvez également recommencer votre lecture à tout moment et au chapitre que vous souhaitez en cliquant sur le titre correspondant. Ce tutoriel a été développé par l'ambassade du mois sans tabac pour la Nouvelle-Aquitaine avec la supervision du pôle addictologie du centre hospitalier Charles Perrins de Bordeaux et les critiques de tabacologues et professionnels de santé de premier recours des 3 anciennes régions, Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin. Qu'ils soient ici tous remerciés. Très bonne lecture. Pour toute personne fumeuse rencontrée, d'autant plus si elle est en recherche de conseils ou d'aide pour un arrêt du tabac, durant le mois de novembre, le premier réflexe est de lui demander si c'est dans le cadre du défi collectif Mois sans tabac. Si elle est inscrite au challenge, on se présente en tant que partenaire de cette grande action de santé publique, bienvenue au club. Si elle n'est pas inscrite, on lui conseille de le faire car elle pourra ainsi recevoir régulièrement des informations, un kit d'aide à l'arrêt, des conseils quotidiens et profiter de la dynamique collective. Elle peut le faire sur Internet, sur le 3989 ou sur une application selon son choix. L'inscription est la concrétisation d'une décision. La personne s'engage à essayer d'arrêter durant 30 jours à partir du 1er novembre. Chiche! On peut argumenter que le fait d'arrêter 30 jours multiplie par 5 les chances d'arrêter de fumer. Je participe au défi collectif en tant que professionnel et pour cela, j'ai une affiche dans le local et je dispose d'un kit de démonstration. J'incite à l'inscription au défi collectif et j'accompagne l'arrêt de tabac de mes patients selon leurs besoins. J'interviens auprès de la personne pour lever les malentendus et lui permettre d'agir sans restriction. Je commande l'affiche et le kit sur le site Tabac Info Service dans la rubrique Espace partenaire à la fin du mois de septembre 2018. Je peux également en trouver au sein des antennes IREPS de la région. Pour toute demande ou difficulté, je peux joindre une des ambassadrices du mois sans tabac pour la Nouvelle-Aquitaine, Shona Barbette en Aquitaine, Hélène Guyenne en Poitou-Charentes ou Alicia Diville en Limousin. Avant de poursuivre le tutoriel, il faut souligner que depuis le 1er janvier 2016, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes et les médecins du travail peuvent prescrire des substituts nicotiniques. Cette prescription peut faire suite à un conseil à l'arrêt qui consiste à aborder simplement le sujet du tabagisme avec le patient. Fumez-vous ? Avez-vous pensé à arrêter ? Désirez-vous arrêter ? Et en pouvant ensuite proposer, dans la foulée, une première prescription de substituts nicotiniques. Il apparaît donc important et essentiel que ces nouveaux professionnels prescripteurs soient formés aux moyens d'aide à l'arrêt du tabac pour pouvoir proposer aux fumeurs qui le souhaitent un accompagnement vers l'arrêt. Tous ensemble. La très grande majorité des fumeurs essayant d'arrêter le tabac, qui nous demanderont de l'aide, ont un trouble de l'usage, une addiction au tabac. Pourtant, il existe un système universel de contrôle de l'usage des objets de plaisir. Ce système permet de profiter au mieux de ce qui fait du bien, et nous savons tous combien ces objets de plaisir sont nombreux. Il permet également d'éviter les inconvénients, un signal d'alarme nous indiquant de faire attention quand ça commence à déraper. Il permet enfin de s'adapter aux conséquences, plus ou moins bien parfois, mais globalement ça marche. Alors, le système de contrôle est en panne. Et le sujet ne tient plus compte des conséquences, n'a plus de signal d'alarme, il est emporté par le tsunami de l'addiction. La rechute est un signe objectif facile à repérer et traduit simplement l'addiction. Il s'agit d'un retour involontaire à l'addiction, indépendant de la motivation du sujet. Bien sûr, certains arrivent à mobiliser leur forte motivation un certain temps, mais dans 95% des cas, le fumeur rechute tôt ou tard. C'est QFD. Mais pourquoi cette rechute ?
C'est là que le craving, signe fonctionnel caractéristique de l'addiction, ce pervers manipulateur, ce malfaisant, prend toute sa place. Il s'agit d'une envie envahissante, contraire à la volonté, c'est-à-dire envie irrépressible de fumer, alors que le sujet a décidé de ne pas fumer. Et bien sûr, c'est le malfaisant qui l'emporte. Ce craving va durer, plus ou moins longtemps selon les personnes, mais le plus souvent plusieurs mois, voire le plus souvent plusieurs années. Il est intermittent, plus ou moins violent, et parfois transitoirement contrôlable. Sa présence est prédictive de la rechute. Nous comprenons ainsi que le craving, cette envie incontrôlable et involontaire, devient la cible logique et essentielle du traitement. L'objectif est de permettre aux fumeurs de retrouver le contrôle afin que l'abstinence du tabac soit confortable et la plus prolongée possible. Réduire le craving, c'est ainsi permettre au fumeur de pouvoir mobiliser à nouveau sa motivation intrinsèque, de mieux maîtriser son arrêt du tabac. L'enjeu, lors de la prise en charge, est d'aider le patient à repérer le craving et repérer les facteurs déclenchant ce craving, vision d'un cendrier par exemple, mais aussi les facteurs protecteurs. Quand j'ai fait du sport, je me sens apaisé, j'ai moins envie de fumer. Cette démarche, nécessairement collaborative, permettra d'élaborer, avec le patient, des stratégies anti-craving efficaces qui viendront alimenter les consultations de suivi en plus de la gestion de l'aide pharmacologique. La posture, les attitudes de l'intervenant sont un facteur déterminant. Vous êtes un professionnel qui a la compétence de son métier et l'expérience de la relation soignante. Il s'agit d'en optimiser les effets grâce à l'adoption d'attitudes plus performantes. Rien de bien éloigné, sans doute, de ce que vous faites déjà ou de ce que vous savez. Mais il faut être attentif à ne pas trop s'en éloigner. L'écoute active propose l'acronyme OUVERT. Ainsi, on posera des questions ouvertes montrant l'intérêt pour la personne plus que pour son comportement. Comment vous sentez-vous? Quelles sont vos difficultés? Que pensez-vous pouvoir faire? On cherchera à valoriser la personne, ce qui encourage sa démarche. Toutefois, il convient de ne pas plonger dans la sympathie et de lui donner l'impression que sa réussite sera la nôtre. Que pense votre entourage de votre démarche? Êtes-vous satisfait de votre décision? Que pensez-vous de votre réussite? Plutôt que « je suis content de vous, ça me fait plaisir que ça marche ». On reste dans une juste distance relationnelle, l'empathie, que l'on peut simplifier en une compréhension sans jugement. Je comprends que c'est difficile pour vous. Nous allons voir comment vous aider. Enfin, on préférera souvent la reformulation ou le résumé aux questions ouvertes. En effet, ceci permet de rester bien attentif à ce que dit la personne. Ceci l'incite à approfondir une notion qui nous semble importante pour elle. Si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, vous aimez fumer et vous avez peur pour votre santé? La posture se doit d'être capitalisée dans une approche centrée patient. Notre seul intérêt est la personne et ceci ne doit pas être un vain mot. On explore son vécu actuel et passé, globalement et plus spécifiquement sur son tabagisme et son sevrage actuel, selon le temps disponible et le besoin du fumeur. On tient compte de ses représentations, notamment sur les conséquences de son tabagisme et sur les différents traitements proposés. On répond à ses attentes, autant que possible, à condition de les avoir demandées et écoutées. On s'appuie sur ses valeurs, ce qui est important pour lui. Si la campagne du mois sans tabac a eu un effet d'amorçage décisionnel pour la personne, une escalade d'engagement est importante pour enraciner cette décision. Autrement dit, plus le nombre de décisions positives dans le sens de l'arrêt du tabac seront prises, plus la personne se sentira engagée et aura du mal à faire marche arrière. Ainsi, plus les décisions concernant les aides à l'arrêt viendront de la personne elle-même, avec notre approbation compétente, plus les chances de succès augmenteront. La personne décide ainsi de la finalité, de l'objectif du traitement, arrêt ou réduction des risques avec la cigarette électronique par exemple. Pour le choix du traitement, on explore les résultats des traitements antérieurs, les difficultés des tentatives d'arrêt.
On informe le patient sur les différents traitements possibles et on lui demande s'il a compris et s'il a des questions. Puis, quel traitement vous paraît le plus approprié pour vous? Désirez-vous que je vous conseille? Après un temps de réflexion, la décision est partagée. Puis, on accompagne la prescription par le calendrier des rencontres nécessaires pour un suivi de qualité, celui-ci étant également partagé en fonction des disponibilités de chacun. Les patients ayant fait de multiples tentatives d'arrêt avec peu de résultats, sauf à avoir eu un traitement ou un suivi insuffisant, justifient d'être orientés vers un tabacologue addictologue. En présence d'addictions multiples, de difficultés sociales majeures ou de troubles psychiatriques, l'orientation vers un XAPA, c'est-à-dire un centre spécialisé en addictologie, est justifiée. En effet, la personne trouvera sur place une équipe pluridisciplinaire, cumulant toutes les compétences nécessaires à une prise en charge consistante sur du long terme. Pour vous faciliter l'orientation, le site addictoclick.com vous permet d'accéder à l'ensemble des structures spécialisées en addictologie sur la Nouvelle-Aquitaine. Tout professionnel de santé a la légitimité et doit acquérir les compétences nécessaires à l'accompagnement du sevrage tabagique, c'est-à-dire à la prise en charge thérapeutique individualisée de l'addiction au tabac. La plupart des fumeurs ont déjà expérimenté les phases de sevrage et de craving, sans pour cela en avoir conscience. Ils se sentent irritables, avec des troubles de l'humeur, anxieux, et la cigarette les soulage. Ils ont déjà éprouvé du craving, dans certaines circonstances où pourtant ils avaient fumé peu de temps auparavant, et ils ont repris une cigarette alors qu'ils ne le voulaient pas vraiment. Ceci suffit à identifier un trouble de l'usage justifiant un traitement sans se préoccuper d'autres scores en situation courante. Si le fumeur n'a pas déjà essayé la substitution nicotinique, ou s'il a déjà essayé avec succès, ou si l'essai n'a pas été poursuivi aux bonnes posologies par manque de conviction du professionnel, il s'agit du traitement de première intention pour de multiples avantages. Le traitement est commencé dès le premier jour d'arrêt ou de réduction contrôlée du tabac. En effet, si la personne a décidé de réduire sa consommation, elle a tendance à tirer sur les cigarettes restantes pour obtenir le même taux de nicotine. La prescription du traitement de substitution nicotinique limite beaucoup ce phénomène, et cette prescription sera poursuivie jusqu'à l'arrêt du tabac, ceci pouvant durer plusieurs mois. On estime qu'une cigarette doit être substituée par 1 mg de nicotine sur 24 heures. Il faut être cependant assez méfiant, car les fumeurs réduisent souvent leur consommation de façon non contrôlée, c'est-à-dire en maintenant le taux de nicotine antérieur. Ainsi, il convient de se renseigner sur le nombre de cigarettes fumées avant la réduction et quand il ne se limite pas. Un avantage des traitements de substitution nicotinique est leur délivrance sans ordonnance en pharmacie. Ainsi, les pharmaciens peuvent judicieusement conseiller les fumeurs en les incitant à utiliser des posologies des durées suffisantes, notamment. 2 dispositifs de remboursement coexistent en 2018. En effet, depuis le début de l'année, certaines marques de patchs et de gommes sont remboursées à 65%, voire à 100% pour les patients en ALD, CMU ou avec une complémentaire, comme tout médicament, sur prescription d'une profession médicale. En plus de cela, il existe toujours de façon provisoire, en attendant que tous les TSN soient remboursés, le forfait de 150 € par année civile et pour toute personne. La prescription doit être réalisée sur une ordonnance spécifique par un médecin, un dentiste, une sage-femme, une infirmière ou un kinésithérapeute, libéral ou salarié. Le patient fera l'avance des frais et sera remboursé secondairement, ce qui peut parfois poser problème. Mais la délivrance peut être fractionnée ainsi que le paiement, selon l'accord des pharmaciens. Les assurances complémentaires peuvent prendre en charge au-delà des 150 € et les patients sont invités à vérifier leur garantie. Des traitements, enfin, peuvent être donnés également dans certaines entreprises ou dans les XAPA. Le dispositif transdermique sera prescrit en première intention car il n'a pas d'effet renforçant, euphorisant et un effet bloquant en cas de consommation, c'est-à-dire que la cigarette n'a pas d'intérêt sous patch, sauf en cas de sous-dosage.
L'effet principal recherché est de réduire l'intensité et la fréquence du craving sans faire comme la cigarette. Il est en une prise quotidienne, il substitue le manque et a un effet anti-craving à dose suffisante. On choisit une forme délivrant sur 24 heures, par exemple 21 mg pour un fumeur à 20 cigarettes par jour, un paquet, quand il ne limite pas sa consommation. Ceci permet d'éviter le syndrome de sevrage et le craving, notamment au réveil. On peut ajouter une forme sur 16 heures pour le fumeur dépassant le paquet ou en cas de signe de sous-dosage. Ceci permet d'éviter le surdosage la nuit, le patch arrêtant de diffuser au bout de 16 heures. Les patchs sont posés le matin après la douche et enlevés le lendemain avant la douche. Ils sont remplacés par un autre patch après celle-ci. On choisit des zones avec peu de pilosité ou une meilleure adhérence et peu cornées pour une meilleure efficacité. On change de site chaque jour. On enlève les débris de colle avec des produits anti-adhésifs facilitant le décollement des pansements, plutôt qu'avec de l'acétone ou de l'éther qui sont à éviter. On n'hésite pas à bien hydrater la peau. En cas de réaction cutanée, des corticoïdes locaux et ou des antihistaminiques peuvent être utilisés. Dans les 2-3 premiers jours, on doit avoir au moins le patient au téléphone pour adapter la dose, généralement à la hausse. S'il continue de consommer des cigarettes, s'il a des envies irrépressibles de consommer, s'il a des signes de manque, irritabilité, troubles de l'humeur, augmentation de l'appétit, ou s'il compense par d'autres consommations ou comportements, alcool, jeux, hyperactivité, une augmentation de la posologie est nécessaire. Certaines personnes nécessitent de monter à 2 voire 3 patchs de 21 mg par 24 heures, beaucoup plus fréquemment que les professionnels n'osent le faire. Des gommes ou des pastilles à 2 mg peuvent venir compléter s'il persiste quelques moments de craving, en nombre limité, ou en cas de rémission partielle stable avec une finalité partagée vers l'arrêt. Ils doivent être mastiqués ou sucés très lentement. Il y a un risque de dépendance du fait de l'effet euphorisant, ceci n'étant pas le cas avec les patchs. Le surdosage est rare, mais les fumeurs prennent souvent les signes de sous-dosage pour des signes de surdosage. Le patient ne consomme pas de tabac, n'a pas de craving, n'a pas de symptômes de sevrage, mais présente dans l'heure qui suit la pose du patch des nausées, des vertiges, des céphalées, une tachycardie, qui régresse dans l'heure qui suit le retrait du patch. Il est possible de fumer avec les patchs, ce qui est symptomatique d'une persistance du craving, donc d'un surdosage. Par conséquent, c'est attendu en début du traitement. Cela peut répondre aussi à un objectif du patient, à plus ou moins long terme, d'être dans une réduction contrôlée. Il est possible de poser plusieurs patchs afin d'atteindre la posologie nécessaire. Il est possible enfin de prescrire des traitements de substitution nicotinique aux femmes enceintes, même dans un objectif de réduction contrôlée, car c'est le monoxyde de carbone qui est le plus nocif pour le bébé et la grossesse. Il est classique de préférer les patchs sur 16 heures, mais les patchs sur 24 heures sont possibles. Un logo contre-indiquant cette prescription chez les femmes enceintes est présent sur les boîtes de médicaments et il conviendra de rassurer les femmes sur la bien moindre nocivité que le fait de fumer. Les troubles du sommeil sont fréquents, à type de réveils multiples, de cauchemars, de rêves intenses. Le plus souvent, il s'agit d'un sous-dosage facilement reconnu car le sujet peut continuer à fumer, a des besoins impérieux de fumer, du craving, irritabilité, troubles de l'humeur, appétit. Plus rarement, le surdosage nocturne en est responsable avec des nausées, des vertiges, des céphalées, de la tachycardie. Un patch sur 16 heures réduit alors les troubles. Parfois, c'est lié à l'arrêt du tabac lui-même et il disparaît en général dans le mois. Le traitement de substitution nicotinique sera poursuivi plusieurs mois après l'arrêt du tabac et tant qu'il y a du craving. En effet, l'objectif n'est pas l'arrêt du traitement, mais le maintien de l'abstinence au long cours. Beaucoup de personnes devraient conserver des patchs durant plusieurs années. La prise en charge sera poursuivie bien au-delà de la prescription pharmacologique dans le cadre de la prévention de la rechute, ne serait-ce qu'à chaque rencontre pour d'autres motifs. Ainsi, il sera primordial de vérifier l'absence de craving et ou de compensation sur d'autres comportements, ce qui serait une gestion inappropriée du craving tabac. Dans ce cas,
une reprise du traitement pharmacologique et relationnel serait nécessaire. Une consultation annuelle dite de prévention peut se centrer sur les addictions. Un fumeur sur 2 meurt du tabac, et comme après un traitement du cancer, une surveillance régulière est nécessaire pour dépister la rechute, attendue, et la traiter le plus tôt possible. La varénicline est utilisée en deuxième intention, en cas d'échec d'un traitement bien conduit par les traitements de substitution nicotinique dans les antécédents. Son efficacité est aujourd'hui largement démontrée. Le retour des patients est généralement un arrêt plus facile, sans craving ni syndrome de sevrage. Le plaisir de fumer est diminué, comme avec les batchs bien dosés. Les effets secondaires les plus fréquents sont des nausées, des céphalées, des insomnies et des rêves anormaux. Une polémique a eu lieu sur la possibilité d'aggravation, voire d'apparition, de troubles psychiatriques ou d'incidents cardiaques. Les données récentes sont rassurantes, ne montrant pas de surrisque avec la varénicline par rapport aux substituts nicotiniques. Le rapport bénéfice-risque, largement favorable, a permis son remboursement en 2017. En tout cas, quelle que soit la méthode d'accompagnement, le sevrage tabac nécessite une surveillance plus rapprochée chez les patients ayant des troubles psychiatriques non stabilisés et on surveillera l'apparition de fluctuations thymiques lors des consultations de suivi. La varénicline ne doit pas être utilisée durant la grossesse et l'allaitement. La posologie sera diminuée par 2 en cas d'insuffisance rénale sévère, c'est-à-dire avec une clairance de la créatinine inférieure à 30 ml par minute. Donc on prescrira 1 mg au lieu de 2 mg, comme nous le verrons plus loin. La varénicline est remboursée à 65% sur prescription médicale. Une boîte d'initiation comporte les comprimés et une présentation permettant le titrage progressif du remède afin de limiter les effets secondaires. Ainsi, de J1 à J3, le fumeur est invité à prendre un comprimé à 0,5 mg par jour. Consigne lui est donnée de diminuer son tabac naturellement, sans effort. De J4 à J7, il passe à 2 comprimés de 0,5 mg par jour, un matin et soir. Il continue sa diminution. À partir de J8, il passe à un comprimé de 1 mg 2 fois par jour. Cette montée progressive peut être remise en cause en cas d'effets secondaires persistants. En effet, les femmes et les personnes de petit poids sont plus fréquemment confrontées aux effets secondaires et les études montrent une efficacité quasi équivalente à demi-dose. Il est donc possible, tout en conservant l'efficacité, de rester à 0,5 mg 2 fois par jour. L'arrêt du tabac est progressif, mais avec une date programmée, entre J7 et J14, selon le choix du patient. Mais une proportion élevée de fumeurs va arrêter plus tard, ne conservant souvent que quelques cigarettes. Ceci ne signe pas un échec du traitement, qui doit être poursuivi jusqu'à l'arrêt complet du tabac, parfois au bout de plusieurs mois. Le traitement est poursuivi au minimum 12 semaines. On peut poursuivre plusieurs semaines si le patient le souhaite, d'autant plus s'il expérimente encore des épisodes de craving. Un suivi régulier est programmé avec le patient. Il téléphone s'il a des effets secondaires et sera revu au milieu de la 2e semaine, puis toutes les 2 semaines jusqu'à la fin du traitement, par exemple. Ceci est modulable selon l'efficacité et le souhait du patient. À la fin du traitement, l'arrêt peut être brutal ou progressif selon le choix du patient. La prise en charge est poursuivie le temps nécessaire dans le cadre de la prévention de la rechute. Le bupropion est utilisé en deuxième intention du fait de ses effets secondaires assez nombreux ainsi que de ses contre-indications. Il est notamment utilisé chez les personnes ayant tendance à prendre du poids à l'arrêt du tabac. Les effets secondaires sont surtout marqués par des troubles du sommeil et des troubles digestifs. Les patients peuvent se sentir anxieux, irritables. Des réactions cutanées peuvent s'observer, de même que des convulsions et des poussées hypertensives, la pression artérielle étant donc à surveiller régulièrement. Le bupropion ne doit pas être prescrit chez les moins de 18 ans, en cas de grossesse et d'allaitement, et il faut être prudent chez les personnes âgées. Les contre-indications sont surtout les troubles du comportement alimentaire, l'épilepsie, l'insuffisance hépatique sévère, les troubles bipolaires, les sevrages d'alcool et de benzo,
du fait du risque convulsif cumulé. Le bupropion peut être associé au substitut nicotinique si l'un ou l'autre sont insuffisamment efficaces seuls et si la motivation du sujet reste élevée. Pendant 7 jours, le patient prendra un comprimé au moment du coucher pour limiter les troubles du sommeil, puis le 8e jour passera à un comprimé matin et soir avec un espace minimum de 8 heures. Comme pour la varénicline, l'arrêt du tabac se fera entre J7 et J14. La durée du traitement est de 7 à 9 semaines, mais le suivi sera bien sûr plus prolongé. En l'état actuel des connaissances, le professionnel de santé n'a pas à proposer la cigarette électronique comme méthode de sevrage ou de réduction contrôlée de la consommation, mais il doit savoir conseiller et accompagner un fumeur qui souhaite utiliser cette méthode. La cigarette électronique est un outil bien documenté de réduction des risques et des dommages par rapport au tabagisme, sans que l'on puisse affirmer l'innocuité totale, d'autant plus si l'usage est prolongé. En effet, il s'agit d'une forme de nicotine à effet rapide, intense et gratifiante, comme la cigarette, mais sans la nocivité de la combustion, à l'inverse des patchs qui ont une diffusion lente, mais continue et non gratifiante. Il est important que la décision et l'engagement du fumeur sur son usage soient clairs. S'agit-il d'une solution pour arrêter le tabac, avec un arrêt rapide ensuite de la cigarette électronique? S'agit-il de réduire la consommation de tabac en compensant par la cigarette électronique? S'agit-il d'ajouter du temps de vapotage au temps de tabagisme? Il est important que le fumeur soit bien conseillé sur son achat de cigarettes électroniques et de produits. Il doit pouvoir essayer afin de vérifier que ses sensations sont bonnes au niveau de la délivrance de la vapeur et du goût choisi. Il doit ensuite titrer suffisamment en nicotine si son objectif est l'arrêt ou la réduction contrôlée. Pour cela, on lui indiquera les signes de sous-dosage et de surdosage. Le suivi sera aussi long et régulier que celui proposé pour les autres traitements, en fonction des objectifs du patient. Souvent, les autres méthodes sont présentées comme inefficaces selon les données scientifiques. Il convient plutôt de dire que les données sont contradictoires et qu'il est difficile de démontrer une efficacité supérieure au placebo pour les méthodes non médicamenteuses. Toujours est-il que de nombreux patients ont arrêté le tabac en les utilisant et nous savons que l'effet placebo est très puissant. Il faut donc être pragmatique, d'autant plus que le patient investit ces méthodes et qu'il repère un effet anti-craving. Ces méthodes font partie des stratégies anti-craving au même titre que les aides relationnelles et pharmacologiques et sont à discuter et mettre en place avec le patient au cours de la prise en charge. Bien souvent, le patient vient consulter un professionnel dont il connaît la pratique de ces méthodes, sa réputation ne se faisant par le bouche à oreille. La décision et l'engagement du patient participent au succès attendu. S'il demande à son professionnel de santé son avis ou une adresse, celui-ci doit s'assurer de sa motivation et l'encourager dans sa démarche d'arrêt en l'orientant de préférence vers des méthodes éprouvées et facilement accessibles, les autres étant complémentaires. Le lien avec le médecin traitant doit être maintenu, car c'est souvent lui qui assurera le suivi dans la durée, dans le cadre de la prévention de la rechute. Enfin, nous savons bien que l'efficacité de la méthode dépend beaucoup de la conviction du soignant et de celle du soigné dans son efficacité. La programmation du suivi fera l'objet d'une décision partagée selon les méthodes utilisées et les possibilités du patient et du professionnel de santé. Il s'agira de fixer le rythme, par exemple hebdomadaire au début. Ce rythme est espacé avec le temps selon les résultats et par une décision conjointe. Chaque rencontre permettra d'analyser les difficultés rencontrées, qu'il s'agisse des effets secondaires des traitements, d'épisodes de craving, de compensation comme des achats, du grignotage, d'une augmentation de la consommation d'alcool. Les objectifs fixés en commun accord doivent être modestes et facilement atteignables. Chaque objectif atteint inscrit le patient dans une dynamique de succès gratifiante et c'est plus facile pour le professionnel de l'encourager. L'observance du traitement est un point important à contrôler. Si elle est en défaut, le professionnel en cherchera les raisons et aidera le patient à trouver des solutions. Un changement de traitement est toujours possible. Ne jamais oublier que l'objectif majeur pour le patient est le plus souvent la qualité de vie autant que l'espérance de vie. Il est toujours intéressant de lui demander comment il se sent, quelles sont les améliorations constatées, celles-ci étant très rapides dans la plupart des cas. Le suivi sera poursuivi
aussi longtemps que le patient n'y met pas un terme. Cette courte formation en ligne sur le sevrage tabac vous a présenté quelques notions essentielles, mais nous paraissant suffisantes pour la prise en charge de la plupart des patients. Pour ceux qui souhaiteraient approfondir les choses, nous vous conseillons de vous reporter aux documents téléchargeables sur le site. Merci pour votre attention et bon mois sans tabac!